Ce moteur a été mis au rebut il y a 12 ans, dirent les ingénieurs en riant d'elle au fond de l'atelier. Couvert de suie, lourd et condamné, le moteur fut jeté devant la jeune mécanicienne, comme preuve qu'elle n'avait aucune chance. Elle passa la main dans la graisse, posa une seule question dérangeante, et à cet instant, le silence s'empara de l'endroit, car quelque chose clochait. « Mon ami, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer cette histoire, et commentez ci-dessous de quelle ville de France vous nous suivez. J'aimerais savoir d'où vous m'accompagnez. Écoutez, mes chers amis, laissez-moi vous raconter une histoire qui s'est déroulée par une après-midi étouffante de mars à Auxerre, en Bourgogne-Franche-Comté, dans un atelier de mécanique situé en périphérie de la ville, là où le goudron cédait déjà la place à la terre battue et où la chaleur semblait monter du sol comme une malédiction. L'atelier était de ceux qui sont simples, vous savez, un portail en fer vert délavé, un sol en ciment taché par des décennies d'huile renversée, des outils suspendus à des crochets au mur et un ventilateur de plafond qui tournait lentement, si lentement qu'il ressemblait plus à une décoration qu'à quelque chose d'utile. L'air était lourd, chargé de cette odeur caractéristique que seuls ceux qui sont entrés dans un atelier connaissent, vieille graisse mêlée de kérosène, une touche de soudure fraîchement appliquée et cet arôme métallique de fer oxydé qui colle à la gorge. Là, penchée sur un établi en bois renforcé d'équerres en acier, se tenait Juliette Dubois, 28 ans, cheveux châtains, attachés en une queue de cheval pratique, salopette bleu marine maculée de graisse sur les manches et des yeux qui semblaient voir à travers le métal. Juliette avait des mains petites mais fermes, calleuses à force de serrer des vis et de manipuler des outils lourds depuis ses 15 ans lorsqu'elle avait commencé à travailler dans l'atelier de son père. Aujourd'hui, 8 ans après le décès de celui-ci dans un accident de moto, elle gérait l'entreprise seule et avait la réputation dans la région de résoudre des problèmes que d'autres mécaniciens abandonnaient avant même de commencer. Mais ce qui se trouvait devant elle cet après-midi-là n'était pas un problème courant. C'était une accusation silencieuse, enveloppée de fonte et de suie noire. Au centre de l'atelier, occupant près de la moitié de l'espace libre, se trouvait un moteur. Mais pas n'importe quel moteur. C'était un M&M 670, 6 cylindres en ligne, diesel à aspiration naturelle, de ceux qui faisaient partie de la légende vivante des chauffeurs routiers français. Vous devez comprendre une chose. Le M&M 670 équipait les camions M&M D1000, fabriqués en France par la Manufacture nationale de moteurs entre 1968 et 1979. C'étaient des machines brutales, fiables, conçues pour durer. Elles pouvaient transporter jusqu'à 11 tonnes de charge, parcourir un demi-million de kilomètres sans broncher et étaient peintes de ce vert d'eau caractéristique que tout ancien chauffeur routier reconnaissait de loin. Le moteur dans l'atelier de Juliette, cependant, semblait revenir de l'enfer. La surface extérieure était recouverte d'une croûte noire, épaisse, de suie desséchée. Le verre d'eau original n'apparaissait qu'en taches irrégulières, comme des plaies ouvertes sur le métal. L'odeur était celle de brûlé, de quelque chose qui avait été consumé par le feu et qui avait survécu pour raconter l'histoire. 3 jours auparavant, un mercredi pluvieux, une dame aux cheveux gris avait frappé à la porte de l'atelier. Hélène Mercier, 62 ans, veuve depuis 6 mois. Elle tenait dans les mains une chemise de documents jaunie par le temps et avait dans les yeux ce mélange de douleur et de méfiance que Juliette avait déjà vu chez des personnes trahies par ceux qu'elles attendaient le moins. Hélène s'assit sur la chaise en plastique du petit bureau de l'atelier, accepta le verre d'eau que Juliette lui offrit et commença à parler d'une voix tremblante, mais déterminée. « Mon mari, Antoine Mercier, a été chauffeur routier toute sa vie. Il a monté une petite entreprise de transport, 3 camions au total, mais c'était sa fierté. Il est décédé il y a 6 mois, un problème cardiaque. Et il avait un camion qu'il aimait plus que tout, un M&M D1000 de 1974, blanc et rouge, immatriculé 472 BGR 89. Il n'a jamais voulu vendre ce camion, mademoiselle. Jamais. Même quand on lui a offert 15 000, 20 000 euros, il disait qu'il n'avait pas de prix.
Juliette écoutait en silence, sentant qu'il y avait quelque chose de lourd dans cette histoire, quelque chose qui n'avait pas encore été dit. Hélène continua à se tordre les doigts. Après sa mort, mon fils Romain a repris l'entreprise de transport. Romain est le plus jeune, il a 34 ans. 2 mois après le décès de son père, il m'a appelé pour me dire que le M&M avait pris feu pendant la nuit sur le parking de l'entreprise. Il a dit que c'était un court-circuit dans le câblage électrique du camion. Il a montré des photos du véhicule détruit, la cabine fondue, le châssis tordu. C'était à fendre l'âme. Sa voix faiblit et Juliette attendit. Dehors, un bus passa en klaxonnant et le son résonna dans la rue étroite. Romain a activé l'assurance. Le camion était assuré pour 30 000 € en tant que bien de collection. L'assureur a payé correctement. Mais moi, je n'arrive pas à y croire, mademoiselle. J'ai vu ce camion 2 jours avant l'incendie. Il était impeccable. Et il y a plus. Hélène ouvrit la chemise et en sortit un papier froissé, une facture. 3 semaines après l'incendie, j'ai découvert que Romain avait vendu un moteur M&M 670 à une ferraille à Sens, 2 000 € en espèces. Quand je lui ai demandé, il a dit que c'était un autre moteur d'un vieux camion qu'il avait acheté pour pièces, mais je n'y crois pas. Je pense que mon fils a brûlé le camion pour toucher l'assurance, a vendu le vrai moteur et essaie maintenant de me tromper avec ce moteur ici qu'il prétend avoir retiré des cendres. Elle regarda Juliette avec ses yeux fatigués et suppliants. « Vous pouvez savoir si ce moteur a vraiment pris feu ou non, parce que s'il n'a pas pris feu, alors mon fils a commis un crime et je dois savoir la vérité, même si ça fait mal. » Juliette était restée silencieuse pendant quelques secondes, sentant le poids de cette responsabilité. Ce n'était pas seulement un moteur, c'était une famille qui se déchirait. C'était la mémoire d'un homme honnête qui était terni. C'était une mère confrontée à la possibilité que son propre fils soit un menteur et un criminel. « Je vais découvrir », avait dit Juliette d'une voix ferme. « Si ce moteur a vraiment pris feu, ou si quelqu'un essaie de fabriquer une preuve, je le saurai. » Et maintenant, elle était là, devant ce bloc de fer carbonisé qui était arrivé la veille, tracté par une dépanneuse, pesant plus de 300 kilos avec la culasse montée. Juliette savait qu'un long travail l'attendait, mais elle savait aussi que les moteurs ne mentent pas. Ils gardent des secrets dans leurs entrailles, dans leurs pistons, dans leurs soupapes, dans la couleur du métal, dans la texture des pièces. Et elle était décidée à en arracher la vérité, mot par mot, millimètre par millimètre. Elle prit une brosse métallique, un vieux chiffon et une boîte de décapant de carbone. Elle commencerait par l'identification. Chaque moteur M&M avait un numéro de série gravé à froid sur le côté du bloc, près de la pompe d'injection. Si elle parvenait à lire ce numéro, elle pourrait confirmer si c'était vraiment le moteur du camion d'Antoine. En frottant la surface carbonisée, écoutant le grincement de la brosse contre le métal, Juliette murmura doucement, comme si elle parlait au moteur lui-même. « Raconte-moi ce qui t'est arrivé. Ne cache rien, car la vérité finit toujours par apparaître, tôt ou tard. » Et c'est alors que commença le raclage qui allait tout changer. La première chose que Juliette devait faire était simple, mais laborieuse. Nettoyer cette croûte de suie qui recouvrait tout le moteur pour pouvoir lire le numéro de série gravé sur le bloc. Cela semble facile, n'est-ce pas? Mais ça ne l'est pas. Cette couche noire était collée au métal, comme du vieux ciment, et chaque centimètre qu'elle nettoyait exigeait force, patience et beaucoup de décapants chimiques. Elle commença par le côté droit du bloc, juste là où se trouvait le logement de la pompe d'injection de carburant. C'est dans cette région que la M&M gravait le numéro d'identification de chaque moteur sortant de la chaîne de montage. Un code unique, intransmissible, l'identité de cette machine. Juliette appliqua le décapant de carbone avec un pinceau épais. Elle laissa agir pendant 5 minutes, pendant que le produit dissolvait la graisse carbonisée, puis commença à frotter avec la brosse métallique. Le son était âpre, métallique, et de petites paillettes noires volaient dans l'air, se collant à sa salopette et au sol. Après 1 heure de travail, une petite zone de métal commença à apparaître sous la saleté.
Juliette prit une lampe torche LED de haute puissance, de celle qui éclaire comme en plein jour, et approcha son visage du bloc jusqu'à quelques centimètres de la surface. Ses yeux se plissèrent, concentrés, et là, gravés dans la profondeur de la fonte, des chiffres et des lettres commencèrent à apparaître. Encore une demi-heure de nettoyage minutieux, utilisant cette fois une vieille brosse à dents pour ne pas rayer le métal. Et finalement, elle parvint à lire la séquence complète. M&M 670 7458 SP. Juliette sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Elle nota le numéro dans le cahier à couverture noire qui restait toujours sur l'établi. Elle photographia la gravure sous 3 angles différents avec son téléphone portable et se rendit directement à l'ordinateur de l'atelier, un vieux bureau qui mettait une éternité à démarrer mais qui contenait tous les fichiers qu'elle jugeait importants. Elle accéda à un site web maintenu par un groupe d'enthousiastes de véhicules classiques français, des gens passionnés qui avaient numérisé des tonnes de vieux documents de la M&M, y compris des registres de fabrication, des manuels techniques et, plus important encore, la corrélation entre les numéros de châssis et les numéros de moteur. C'était comme une gigantesque base de données de la mémoire automobile française. Juliette saisit le numéro de châssis du camion d'Antoine Mercier, qui était enregistré sur la police d'assurance. 74D, Bill 9214. Elle appuya sur Entrée et attendit. 3 secondes plus tard, l'écran afficha le résultat. Le moteur d'origine pour ce châssis était exactement le M&M 670 7458 SP. « Bingo !» murmura-t-elle doucement. Alors, c'était bien le moteur qui était né avec le camion du défunt Antoine. Ce n'était pas une pièce changée, ce n'était pas un moteur d'un autre véhicule, c'était le légitime, l'original, celui qui avait roulé avec ce châssis depuis 1974. Mais calme, cela ne prouvait encore rien. Juliette le savait, Romain pourrait simplement arguer que le moteur avait pris feu avec le camion, avait été retiré des cendres, et était là comme preuve du sinistre. L'identification confirmait seulement que c'était le bon moteur, mais ne disait pas s'il avait réellement été exposé au feu ou non. Pour répondre à cette question, elle devait aller plus loin, littéralement au fond, dans les entrailles de cette machine. Le lendemain matin, un vendredi qui se leva nuageux et étouffant, Juliette revint à l'atelier à 6 heures du matin, avant que le soleil ne devienne insupportable. Elle apporta du café dans la thermos, 2 bouteilles d'eau glacée, et se prépara mentalement à passer toute la journée ici, à ouvrir ce moteur vis par vis. Elle commença par la culasse. La culasse d'un M&M 670 est une pièce brutale, mes amis. C'est un bloc massif de fonte qui pèse plus de 40 kilos, rempli de canaux internes par où passe l'eau de refroidissement et les gaz de combustion. Elle est boulonnée sur le bloc, scellée par un joint d'amiante comprimé et maintenue par 16 énormes boulons, chacun avec une tête hexagonale de 32 mm. Juliette prit une clé étoile de la taille de son avant-bras et commença à desserrer les boulons, travaillant en séquence croisée. D'abord, elle desserrait un boulon d'un côté, puis passait à celui du côté opposé, puis revenait, créant un motif en X. C'est fondamental, car si vous desserrez tout d'un seul côté, la culasse se tord et c'est fini. La pièce devient inutilisable. Chaque boulon offrait une résistance, car ils avaient été serrés avec une clé dynamométrique il y a des décennies et étaient pratiquement soudés par la rouille et la pression. Juliette dut utiliser une barre d'extension pour obtenir un levier, et, dans certains cas, dut donner de petits coups sur la clé avec un marteau en caoutchouc pour vaincre le blocage. La sueur coulait sur son front, tombait sur le sol, mouillait sa salopette. Après presque 1 heure, les 16 boulons étaient desserrés, déposés dans un plateau métallique à côté. Maintenant venait la partie critique, soulever la culasse sans la laisser tomber. 40 kilos de fer ne pardonnent pas. Juliette alla au fond de l'atelier et ramena un palan à chaîne manuelle, de ceux utilisés dans les ateliers spécialisés dans les poids lourds pour soulever des moteurs lourds. Elle fixa le crochet du palan à une poutre en bois renforcée au plafond,
passa 2 chaînes sous la culasse, les attacha au crochet et commença à tirer le levier du palan. Clic-clac, clic-clac. À chaque mouvement, la chaîne montait de quelques centimètres. La culasse commença à se détacher du bloc avec un son de succion, comme si elle y était collée. Lorsqu'elle se détacha enfin complètement, Juliette guida la pièce suspendue jusqu'à l'établi et la déposa avec précaution. Elle s'essuya les mains sur l'étoupe, respira profondément puis retourna au bloc moteur. Et c'est là, mes amis, qu'elle vit quelque chose qui fit s'accélérer son cœur. Une fois la culasse retirée, les 6 cylindres du moteur étaient exposés. C'étaient comme 6 puits métalliques profonds, chacun mesurant environ 105 mm de diamètre et 30 m de profondeur. Et ce que Juliette vit à l'intérieur n'avait aucun sens. Si ce moteur avait vraiment pris feu, les parois internes des chemises de cylindres étaient propres, légèrement huilées, avec ces marques verticales et croisées typiques du rodage, qui est la finition fine appliquée lors de l'usinage pour permettre à l'huile lubrifiante de se répartir uniformément et d'éviter l'usure entre le piston et la paroi du cylindre. C'était un travail d'usine ou d'une rectification bien faite. Juliette approcha la lampe torche et examina chaque cylindre un par un. Il n'y avait aucune décoloration métallique. Lorsqu'un moteur est exposé à des températures très élevées, comme celle d'un incendie qui atteint facilement 900 degrés C, le métal subit des changements visibles, l'acier devient bleuté, jaunâtre, taché, avec une oxydation accélérée, une fragilisation de la structure cristalline du matériau. C'est comme quand vous oubliez une casserole sur un feu vif, elle change de couleur, prend ses taches d'arc-en-ciel et ne redevient jamais comme avant. Ici, rien de tout cela. Les parois des cylindres avaient cette couleur gris foncé uniforme, satinée, parfaite, comme si le moteur avait été conservé dans une salle blanche, non exposée à un incendie dévastateur. Mais Juliette n'était pas du genre à tirer des conclusions hâtives. Elle savait qu'elle avait besoin de mesures objectives, de chiffres qui ne laisseraient aucune place au doute. Elle se rendit à l'armoire à outils et prit un pied à coulisse numérique de précision, un outil qui mesure les dimensions avec une exactitude au centième de millimètre. Elle commença par le cylindre numéro 1, le plus proche de la pompe à carburant. Elle inséra le pied à coulisse à l'intérieur et mesura le diamètre interne à 3 hauteurs différentes. Au sommet, juste en dessous du bord, où se trouve le joint de culasse. Au milieu, où le piston atteint le point médian de la course, et à la base, près du vilebrequin. Elle nota les valeurs, 105 mm au sommet, 105 mm au milieu, 105 mm à la base. Elle répéta le processus sur les 5 autres cylindres. Les mesures étaient pratiquement identiques, avec des variations insignifiantes de 2 centièmes de millimètre, bien dans la tolérance d'usine établie par la M&M, qui était de 5 centièmes. C'était dévastateur pour la thèse de l'incendie. Quand un moteur prend feu, la chaleur extrême provoque une dilatation thermique. Le métal se dilate de manière inégale, car certaines parties refroidissent plus vite que d'autres. Certaines sont exposées directement aux flammes, d'autres non. Résultat, le bloc se déforme, prend des mesures complètement hors normes. Les cylindres prennent une forme ovoïde au lieu d'un cercle parfait. Et c'est permanent. Même après refroidissement, le métal ne retrouve pas sa forme originale. Ce moteur était parfait, impeccable, comme s'il n'avait jamais subi rien d'autre que l'usure normale de l'opération. Juliette s'assit sur le tabouret pivotant de l'atelier, regardant ce bloc de fer, et pour la première fois se permit de penser à ce que cela signifiait. Si le moteur n'avait pas pris feu, alors toute la suie à l'extérieur était fausse. C'était une mise en scène. Quelqu'un avait carbonisé la surface délibérément, peut-être en brûlant de vieux pneus autour du bloc, ou même en utilisant de la peinture noire brûlée pour simuler l'effet. Mais il avait laissé l'intérieur intact. Ce n'était pas encore suffisant. Elle avait besoin d'une preuve finale, irréfutable, quelque chose qu'aucun avocat de la défense ne pourrait contester. Elle se rendit à la culasse et commença à démonter les soupapes. Chaque cylindre avait 2 soupapes d'admission et 2 d'échappement.
totalisant 24 soupapes pour le moteur complet. Juliette choisit une soupape d'admission du cylindre 3, qui était bien au centre du moteur et serait théoriquement la plus affectée si le feu avait atteint l'ensemble. Elle utilisa un compresseur de ressort de soupape, un outil qui ressemble à une presse miniature. Elle positionna le compresseur, serra jusqu'à comprimer les 2 ressorts qui maintenaient la soupape en place, retira les verrous coniques en acier et soigneusement retira la soupape complète. Tige, ressort, joint, tout. Elle porta la pièce à une loupe de banc, avec un grossissement de 20 fois, la même qu'elle utilisait pour examiner les filetages endommagés et les soudures délicates. Elle ajusta l'éclairage et regarda. La tige de la soupape, faite d'acier chromé traité thermiquement pour supporter des températures élevées et éviter l'usure, avait une coloration argentée uniforme, brillante, sans aucune tache d'oxydation accélérée, aucun point de fragilisation, aucune décoloration bleutée qui indiquerait une exposition à plus de 700 degrés. Et les ressorts étaient la cerise sur le gâteau. Les ressorts de soupape sont faits d'acier trempé, avec un traitement thermique précis qui leur confère une élasticité spécifique. Lorsqu'ils sont exposés à une chaleur extrême, ils perdent leur trempe, deviennent mous, faibles, incapables de revenir à leur position d'origine avec la même force. C'est comme quand vous laissez un élastique au soleil. Il se dessèche, perd sa force, se casse facilement. Juliette testa 3 ressorts différents à l'aide d'un dynamomètre improvisé qu'elle avait monté des années auparavant. Une balance de précision fixée dans un étau avec un système de levier gradué. Elle comprima chaque ressort à une mesure standardisée et nota la force nécessaire en kilogrammes. Les valeurs étaient comprises entre 18 et 19 kg force, exactement dans la spécification originale de la M&M, qui était de 18 à 20 kg. Impossible, complètement impossible, que ces ressorts aient été cuits dans un incendie. Juliette appuya son dos contre le mur froid de l'atelier et ferma les yeux un instant. Elle ressentit un mélange de satisfaction et de tristesse. Satisfaction parce qu'elle avait démasqué la fraude, parce qu'elle avait accompli le travail qu'Hélène lui avait demandé. Tristesse parce que cela signifiait que Romain, le fils d'Antoine, avait réellement commis un crime. Il avait brûlé le camion de son père pour toucher l'assurance, vendu le vrai moteur pour 2000 € et tenté de tromper sa propre mère avec un faux moteur, maquillé pour faire croire qu'il avait été récupéré des cendres. Elle ouvrit les yeux, prit son carnet et commença à rédiger le rapport technique. Chaque mesure, chaque observation, chaque conclusion. Elle photographia tout, les cylindres propres, les soupapes parfaites, les mesures du pied à coulisses. Elle organisa l'épreuve dans une séquence logique, de manière à ce que même ceux qui ne comprenaient rien au moteur puissent saisir. En fin d'après-midi, lorsque le soleil s'apaisa enfin et qu'une brise fraîche souffla à travers la porte de l'atelier, Juliette avait en main 6 pages de rapports techniques irréfutables. Ce moteur n'avait jamais été exposé à un véritable incendie. Il ne restait plus qu'à remettre la vérité à ceux qui avaient le courage de l'affronter. Le lundi suivant, vers 10 heures du matin, Hélène Mercier retourna à l'atelier. Elle n'était pas seule. À ses côtés se tenait un homme en costume gris bien repassé, une mallette en cuir marron sous le bras, d'une 50aine d'années, cheveux gris peignés en arrière. C'était son avocat, maître Maurice Leblanc, qu'Hélène avait engagé après sa première conversation avec Juliette, lorsque la méfiance commença à se transformer en certitude que quelque chose n'allait pas du tout. Juliette finissait de se laver les mains à l'évier de l'atelier lorsqu'elle entendit le klaxon dehors. Elle s'essuya les mains sur un chiffon relativement propre, lissa sa salopette, comme si cela pouvait faire une différence dans son apparence, et alla les accueillir au portail. Hélène avait l'air fatiguée, des cernes profonds, les épaules légèrement tombantes, mais il y avait aussi une détermination dans son regard, une fermeté qui n'était pas là lors de la première visite. C'était le regard de quelqu'un qui avait déjà pris une décision difficile et était prête à en assumer les conséquences, aussi douloureuses soient-elles. « Bonjour, Juliette, » dit Hélène, la voix un peu rauque. « Voici maître Maurice, mon avocat. Vous avez découvert quelque chose ?»
Juliette hocha la tête et fit un geste invitant pour qu'ils entrent. « Oui, j'ai découvert, et ce que j'ai à vous montrer est très concluant. Allons à l'intérieur, s'il vous plaît. » Ils entrèrent dans l'atelier, et l'avocat regarda autour de lui avec cette expression de quelqu'un qui n'est pas habitué à de tels environnements, où l'odeur d'huile brûlée et de métal oxydé fait partie de l'atmosphère. Hélène, elle, regarda directement le moteur encore démonté sur l'établi, ce bloc de fer qui avait été le compagnon de route de son mari pendant tant d'années. Juliette prit le rapport technique qu'elle avait préparé, 6 pages imprimées et reliées avec une spirale en plastique, ainsi qu'une clé USB contenant toutes les photographies. Mais avant de remettre les documents, elle décida d'expliquer personnellement, car certaines vérités doivent être dites de vive voix, les yeux dans les yeux de ceux qui doivent les entendre. « Madame Hélène, Maître Maurice, laissez-moi vous expliquer ce que j'ai trouvé, » commença Juliette, la voix ferme mais douce. « Ce moteur ici, le M&M 670, qui est venu à mon atelier, a le numéro de série M&M 670 7458 SP, qui est exactement le moteur original qui est né avec le camion de Monsieur Antoine, le D1000 de 1974. Ça, je l'ai confirmé grâce au registre d'usine. Donc, oui, c'est bien le moteur du camion. » Hélène acquiesça, les lèvres serrées en une ligne fine. « Mais voici la partie importante, » continua Juliette en prenant une des photographies imprimées qui montrait l'intérieur des cylindres. « Quand j'ai ouvert ce moteur, j'ai retiré la culasse et examiné l'intérieur. J'ai trouvé quelque chose qui n'a aucun sens si ce moteur avait vraiment pris feu. Regardez ici. » Elle montra la photo, l'agrandissant avec les doigts sur une impression papier photo de haute qualité. Les parois internes des cylindres sont propres, huilées, avec les marques de rodage originales d'usine. Il n'y a pas de décoloration métallique, pas de signe de surchauffe. Quand un moteur prend réellement feu, exposé à des températures qui dépassent facilement les 800-900 degrés, le métal change de couleur. Il devient bleuté, jaunâtre, plein de taches d'oxydation accélérée. Ici, rien de tout cela. Maître Maurice s'approcha, ajustant ses lunettes pour mieux voir la photographie. « C'est définitif. Il y a plus, » dit Juliette, en prenant une autre feuille du rapport. « J'ai mesuré le diamètre interne de chaque cylindre avec un pied à coulisse de précision en 3 points différents. Les mesures sont pratiquement identiques, avec une variation de seulement 2 centièmes de millimètre. C'est dans la tolérance d'usine. Mais quand un moteur subit un incendie, la chaleur provoque une dilatation thermique inégale. Le bloc se tord, les cylindres deviennent ovalisés, déformés. C'est permanent. Il n'y a aucun moyen qu'un moteur qui a pris feu puisse conserver des dimensions aussi parfaites. » Hélène avait porté la main à sa bouche, ses yeux commençaient à s'humidifier. Alors il a brûlé le camion exprès. « Attendez, il y a encore une chose, » dit Juliette doucement, comprenant qu'elle devait donner toutes les preuves d'un coup, même si c'était douloureux. « J'ai retiré une soupape du moteur et je l'ai examinée à la loupe. La tige de la soupape a une coloration argentée uniforme, sans aucune tache de fragilisation thermique. Et les ressorts de soupape, regardez, quand des ressorts en acier trempé sont exposés à un feu intense, ils perdent leur trempe, deviennent faibles. J'ai testé 3 ressorts différents, et tous maintiennent leur force de rappel dans la spécification d'origine. Impossible s'ils avaient été cuits dans un incendie. » L'avocat prit le rapport complet des mains de Juliette et commença à le feuilleter, ses yeux parcourant rapidement les pages. « C'est suffisant pour prouver la fraude, » dit-il, la voix technique, mais avec un ton de satisfaction. « Avec ce rapport, nous pouvons démontrer que le moteur présenté comme preuve du sinistre n'a jamais été exposé aux températures d'un véritable incendie. La suie externe est superficielle appliquée artificiellement. » Hélène commença à pleurer. Ce n'était pas un cri fort, dramatique, c'était ce sanglot silencieux de quelqu'un qui voit une terrible suspicion se confirmer, de quelqu'un qui perd un fils, non pas à la mort, mais à la malhonnêteté. Les larmes coulaient sur son visage, tandis qu'elle serrait fermement la anse de son sac, comme si c'était la seule chose solide dans un monde qui s'effondrait. Juliette tira la chaise en plastique et fit asseoir Hélène.
Elle alla à la petite glacière qui se trouvait dans un coin de l'atelier et prit une bouteille d'eau fraîche. Elle l'offrit à madame. Hélène accepta, but quelques gorgées, respira profondément. « Je savais, dit-elle finalement, la voix étranglée. Au fond de moi, je savais. Mais une partie de moi gardait l'espoir de me tromper, que tout cela n'était qu'une coïncidence, que Romain n'était pas capable de cela. Mais il l'a fait. Il a brûlé le camion de son père, vendu le vrai moteur pour 2000 € misérables et essayé de me tromper avec cette farce. » Maître Maurice s'assit à ses côtés, la main posée sur l'épaule de sa cliente, dans un geste de soutien professionnel mais sincère. « Hélène, je sais que c'est difficile, mais maintenant nous avons ce qu'il faut pour agir. Avec ce rapport technique, nous pouvons poursuivre Romain pour escroquerie et fraude à l'assurance. L'assureur voudra également le poursuivre pour récupérer les 30 000 € qu'ils ont payés. C'est une affaire sérieuse. » « Et le moteur qu'il a vendu ?» demanda Hélène, essuyant ses yeux avec un mouchoir en papier qu'elle sortit de son sac. « Le vrai que mon mari soignait avec tant d'affection. »« J'ai enquêté là-dessus, » dit Juliette, croisant les bras et s'appuyant sur l'établi. « Je suis allé à la ferraille de Sens, où, selon la facture que vous m'avez montrée, Romain a vendu un moteur M&M. J'ai parlé avec le propriétaire, M. Valère, un homme de 70 ans qui travaille avec la ferraille depuis l'époque où la France fabriquait encore des M&M. J'ai montré la photo du moteur qui est ici à l'atelier. J'ai expliqué la situation sans entrer dans les détails. Il a confirmé avoir acheté un M&M 670 à Romain il y a environ un mois. Il a payé 2000 € en espèces et l'a déjà revendu à un restaurateur de camions anciens à Joigny. » Hélène écarquilla les yeux. « Est-ce qu'on peut encore le récupérer ? Monsieur Valère m'a donné le contact de l'acheteur, » dit Juliette, sortant un papier avec un numéro de téléphone noté. Un certain Renaud Lefebvre, qui possède une collection de camions classiques, cherchait un M&M 670 en bon état pour restaurer un D1000 qu'il a dans son garage. Je l'ai appelé, lui ai expliqué que le moteur avait été vendu frauduleusement et il était très contrarié par la situation. Il a dit qu'il avait payé 4000 € pour le moteur et que s'il est prouvé que c'était le produit d'un crime, il voulait le rendre et récupérer son argent. Maître Maurice prit une note rapide sur le bloc-notes qu'il avait sorti de sa mallette. Cela complique la situation de Romain. Non seulement il a commis la fraude à l'assurance, mais il a également vendu un bien de succession avant le partage officiel. Cela peut constituer un abus de confiance. Hélène regardait le moteur démonté sur l'établi, ce bloc de fer qui avait été maquillé pour paraître brûlé, mais qui avait survécu intact à l'intérieur, gardant tous les secrets qui étaient maintenant exposés à la lumière crue de la vérité. « Mon mari aimait ce camion, » dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Il a sillonné la France entière avec cette machine, transporté des marchandises vers Lyon, Marseille, le Sud. Il en a toujours pris soin, comme si c'était un membre de la famille. Et Romain a tout détruit pour de l'argent, pour 30 000 €. 32 000 € en fait, corrigea Maître Maurice. 30 000 de l'assurance, plus les 2 000 qu'il a reçus de la vente du vrai moteur. » Juliette sentit un pincement au cœur. Elle avait vu beaucoup de choses dans sa vie, des moteurs détruits par négligence, des voitures abandonnées, des machines traitées comme des déchets. Mais c'était différent. C'était une trahison. C'était un fils qui trahissait la mémoire de son père, trahissait la confiance de sa mère, détruisait un héritage par cupidité. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Hélène, regardant l'avocat. « Maintenant, je vais déposer une action civile contre Romain, demandant le remboursement intégral de la somme reçue de l'assurance plus des dommages et intérêts moraux, » expliqua Maître Maurice en rangeant le rapport dans sa mallette. « Je notifierai également l'assureur de la fraude avec une copie de ce rapport technique. Ils ouvriront leur propre procédure pour récupérer l'argent et, selon la gravité, le parquet pourra engager des poursuites pénales pour escroquerie qui est passible d'une peine d'1 à 5 ans de prison. » Hélène ferma les yeux un instant, respirant profondément. « C'est mon fils, mais ce qu'il a fait est mal, très mal, et je ne vais pas le cacher. Vous faites ce qui est juste, » dit Juliette, la voix douce mais ferme.
Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de justice. Votre mari a travaillé toute sa vie avec honnêteté. Il a bâti cette entreprise de transport avec sueur et dévouement. Il mérite que sa mémoire soit respectée. Maître Maurice se leva, ajustant son costume. J'aurai besoin d'une copie officielle de ce rapport avec votre signature et le cachet de votre atelier agréé. Et, si possible, une déclaration écrite décrivant la méthodologie d'analyse. Pas de problème, répondit Juliette. Je suis titulaire d'un agrément professionnel en mécanique industrielle. Je vais tout préparer correctement. Hélène se leva également, tremblant encore un peu, mais avec les épaules plus redressées que lorsqu'elle était entrée. Elle tendit la main à Juliette et la serra fortement. « Merci du fond du cœur. Vous ne savez pas à quel point cela compte pour moi. Découvrir la vérité, même si elle est douloureuse, est mieux que de vivre dans le doute. » « C'est pour cela que je suis là, » dit Juliette, lui serrant la main en retour. « Les moteurs ne mentent pas. Ils racontent leur histoire à travers les marques, les mesures, les couleurs du métal. J'ai seulement écouté ce qu'il avait à dire. » Après leur départ, Juliette resta seule dans l'atelier pendant un long moment, regardant ce moteur démonter. L'après-midi tombait, et la lumière orangée du soleil entrait par la fente, créant de longues ombres sur le sol en ciment. Elle pensa à Antoine Mercier, un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, mais qu'elle sentait connaître à travers ce moteur. Un homme qui avait pris soin de cette machine avec affection, qui avait parcouru des milliers de kilomètres avec elle, qui avait bâti sa subsistance et sa dignité sur cette cabine blanche et rouge. Et elle pensa à Romain, le fils qui avait trahi tout cela pour de l'argent. Juliette s'essuya les mains sur l'étoupe, prit la clé à molette et commença à remonter le moteur, vis par vis, non pas parce que c'était nécessaire, mais parce que cela semblait la bonne chose à faire. Rendre sa dignité à cette machine qui avait été utilisée comme instrument de fraude, mais qui, finalement, avait révélé la vérité et rendu justice. Et tandis qu'elle travaillait, elle murmura doucement, « Monsieur Antoine, où que vous soyez, reposez-vous tranquille. La vérité est apparue, et votre camion, ou du moins son cœur, sera respecté. » 3 jours après la réunion avec Hélène et l'avocat, un jeudi pluvieux qui transforma les rues en terre de la périphérie d'Auxerre en bourbier, Juliette était à l'atelier, terminant un service de remplacement d'embrayage sur une Peugeot Partner, lorsqu'elle entendit un coup violent au portail. Ce n'était pas un coup poli de ceux qui demandent la permission d'entrer, c'était un coup agressif, impatient, qui faisait résonner le métal. Elle s'essuya les mains sur l'étoupe, se dirigea vers le portail et l'ouvrit. De l'autre côté se tenait un homme d'une trentaine d'années, grand, fort, chemise polo blanche et jean. Il avait le visage rougi par la colère, la mâchoire tendue et les yeux fixés sur Juliette avec une intensité qui aurait intimidé beaucoup de monde. Mais Juliette avait déjà eu affaire à toutes sortes de clients nerveux au fil des ans. Et ce n'était pas un regard fâché qui allait la faire reculer. « C'est vous, Juliette ?» demanda l'homme d'une voix âpre. « Oui, et vous êtes Romain Mercier. Je pense que vous savez très bien qui je suis. » Ah, alors c'était lui, le fils qui avait monté toute cette farce, qui avait brûlé le camion de son père et tenté de tromper sa propre mère. Juliette croisa les bras, gardant une expression neutre, et s'appuya sur le montant du portail. « Oui, je sais. Entrez si vous voulez parler. »« Je ne veux pas parler du tout, » dit Romain, avançant d'un pas dans l'atelier, même sans invitation. « Je veux savoir quel droit vous avez de vous mêler des affaires de ma famille. Vous avez pris le moteur que j'ai apporté, vous avez fait un rapport mensonger et maintenant ma mère veut me poursuivre à cause de vos inventions. » Juliette ne bougea pas. Elle resta là, immobile, le regardant avec ce calme qui vient de celui qui sait qu'il a raison. « Rapport mensonger ? Romain, chaque mot de ce rapport est basé sur des preuves techniques objectives, mesures, photographies, analyse métallurgique. Ce moteur n'a jamais réellement pris feu. « Bien sûr que si !» cria-t-il, la voix résonnant dans l'atelier. « Le camion entier a été détruit. J'ai des photos, j'ai des témoins. »« Vous avez des photos d'un camion brûlé, ça je n'en doute pas, » répondit Juliette, la voix ferme mais contrôlée. « Mais le moteur que vous avez apporté comme preuve du sinistre n'est pas le moteur qui était dans ce camion quand il a pris feu.
Ce moteur est intact à l'intérieur, les parois des cylindres sont parfaites, les soupapes n'ont pas été exposées à une chaleur extrême. Les ressorts maintiennent leur force originale. Ce n'est pas mon invention, c'est de la physique, c'est de la métallurgie, c'est de la science. Romain fit un pas en avant, les poings serrés. Vous n'avez aucune autorité pour faire ce genre d'analyse. Vous n'êtes qu'une mécanicienne de quartier, pas une experte judiciaire. Je suis titulaire d'un agrément professionnel en mécanique industrielle, répondit Juliette sans s'altérer. J'ai une formation technique, 10 ans d'expérience, et je sais très bien à quoi ressemble un moteur brûlé à l'intérieur. Et ce moteur que vous avez présenté comme preuve a été maquillé. Quelqu'un a brûlé des pneus autour de lui ou jeté de la peinture noire carbonisée pour donner l'apparence d'un incendie. Mais ils ont oublié le plus important. L'intérieur était trop propre, trop parfait. « C'est absurde !» hurla Romain, sa voix devenant incontrôlable. « Vous détruisez ma vie à cause d'une théorie folle !» C'est là que Juliette sentit la colère monter. Ce n'était pas une colère hurlante. C'était cette colère froide, contenue, qui fait que la voix devient plus basse au lieu de plus haute. Théorie folle. Romain, vous avez brûlé le camion de votre père. Un homme qui a travaillé toute sa vie avec honnêteté, qui a bâti cette entreprise de transport de ses propres mains, qui a pris soin de ce M&M comme si c'était un membre de la famille. Vous avez détruit tout cela pour recevoir 30 000 € d'assurance et vous avez même eu le courage de vendre le vrai moteur pour 2 000 € et d'essayer de tromper votre propre mère avec un faux moteur. Je n'ai vendu aucun moteur, mentit-il. Mais la voix faillit et Juliette le remarqua. Si vous l'avez vendu à la ferraille de monsieur Valère à Sens, j'ai déjà parlé avec lui, j'ai déjà la facture, je sais déjà à qui il l'a revendu. Un restaurateur de Joigny nommé Renaud Lefebvre qui a payé 4 000 €. Tout est documenté, Romain, tout. Son visage devint pâle. La colère céda la place à la peur et il fit un pas en arrière, la respiration accélérée. Vous ne pouvez rien prouver de tout ça. Si, je peux et je l'ai déjà prouvé. Le rapport technique est chez l'avocat de votre mère et une copie a déjà été envoyée à l'assureur. Ils vont ouvrir une enquête interne, ils voudront récupérer l'argent et, probablement, vous poursuivre pour fraude. Sans compter l'action civile que votre mère va intenter. Et selon l'ampleur du désordre, le parquet pourra vous poursuivre pénalement pour escroquerie. Romain resta immobile au milieu de l'atelier, sous la pluie qui commençait à tomber par le toit, à certains endroits où les tuiles étaient fissurées. Il semblait plus petit maintenant, recroquevillé, comme si son armure d'arrogance s'était effondrée et qu'il ne restait qu'un homme effrayé qui commençait à comprendre l'ampleur de ce qu'il avait fait. « J'avais des dettes, dit-il finalement d'une voix faible. L'entreprise de transport ne faisait pas de bénéfices. Les camions étaient vieux, ils avaient besoin d'un entretien coûteux. Quand mon père est mort, j'ai vu ce M&M garé là, valant une fortune comme pièce de collection, et j'ai pensé que personne ne le découvrirait. Mais quelqu'un l'a découvert, dit Juliette sans pitié, parce que votre mère est une femme intelligente qui connaissait son mari et savait que cette histoire n'avait pas de sens. Et parce que les moteurs ne mentent pas, ils gardent la vérité dans leurs entrailles. Et quand vous savez où chercher, cette vérité apparaît. Romain passa la main sur son visage, se frottant les yeux. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Juliette soupira. Une partie d'elle voulait le renvoyer, lui dire que ce n'était pas son problème. Mais une autre partie, celle que son père lui avait enseigné de toujours faire ce qui était juste, même quand c'était difficile, parla plus fort. « Vous faites la chose suivante, Romain. Assumez ce que vous avez fait. Allez voir votre mère, demandez-lui pardon sincèrement et proposez de lui rendre l'argent de l'assurance avant que cela ne devienne une procédure pénale. Négociez avec l'assureur, proposez un échelonnement, faites ce qu'il faut et essayez de récupérer ce moteur que vous avez vendu. Car cette machine signifiait quelque chose pour votre père et devrait signifier quelque chose pour vous aussi. »« Comment vais-je payer 30 000 € demanda-t-il, la voix désespérée. « Je ne sais pas. Vendez la maison, vendez les autres camions, faites un emprunt. C'est vous qui avez créé ce problème, Romain. Maintenant, vous devez le résoudre. Mais si vous continuez à nier, si vous continuez à mentir, cela va empirer, beaucoup empirer.
Car lorsque l'assureur découvrira que vous avez commis une fraude, il n'aura aucune pitié. Il vous poursuivra jusqu'au dernier centime et vous pourriez finir en prison. Romain resta silencieux pendant un long moment, n'entendant que le bruit de la pluie sur le toit et le goutte à goutte. Finalement, il sembla vaincu. « D'accord, je vais essayer de régler ça. Et autre chose, ajouta Juliette, la voix plus douce maintenant. Excusez-vous sincèrement auprès de votre mère. Elle a perdu son mari il y a quelques mois et maintenant elle découvre que son fils est capable de faire ça. Vous n'imaginez pas la douleur qu'elle ressent. Alors allez la voir, regardez-la dans les yeux et demandez pardon. Cela ne résoudra pas tout, mais c'est le minimum que vous puissiez faire. » Romain jeta un dernier regard au moteur encore démonté dans une partie de l'atelier, ce bloc de fer qui avait été sa ruine, et se tourna pour partir. À la porte, il s'arrêta et se retourna. « Vous êtes doué pour ce que vous faites, trop doué. Si j'avais été plus malin, j'aurais aussi brûlé le moteur à l'intérieur. » « Si vous aviez été plus malin, vous n'auriez pas commis la fraude, » répondit Juliette sans sourire. « Parce qu'au final, la vérité apparaît toujours, toujours. » Il sortit sous la pluie, monta dans une Volvo blanche, stationnée devant et s'en alla. Juliette resta là, immobile, voyant la voiture disparaître dans la rue boueuse, et sentit un poids sur sa poitrine. Il n'y avait pas de joie là-dedans, pas de victoire, juste la tristesse de voir une famille se déchirer à cause de la cupidité et du mensonge. Elle retourna à l'intérieur de l'atelier, prit une tasse de café réchauffé qui se trouvait dans la thermos, et s'assit sur le tabouret pivotant. Elle regarda ce moteur qui avait été le centre de toute cette confusion, et pensa à combien d'histoires étaient conservées dans cette fonte. Des histoires de routes parcourues, de charges transportées, de familles nourries, et maintenant aussi l'histoire d'une fraude démasquée et d'une vérité douloureuse révélée. Dehors, la pluie continuait de tomber, lavant les rues, nettoyant la poussière. Et Juliette but une gorgée de café amer, pensant que parfois le travail d'un mécanicien n'était pas seulement de réparer des machines, c'était aussi de réparer des injustices, même quand cela faisait mal. 6 semaines après cette confrontation à l'atelier, par un matin clair de mai où le froid était enfin arrivé dans l'arrière-pays, Juliette reçut un appel d'Hélène Mercier. La voix de la dame était différente, plus légère, comme si un poids gigantesque avait été retiré de ses épaules. « Juliette, ma chérie, je dois te raconter quelque chose. Peux-tu venir chez moi cet après-midi? J'ai une surprise pour toi. » Juliette accepta l'invitation, curieuse. À 15 heures, elle gara sa fourgonnette blanche devant une maison simple mais bien entretenue, dans un quartier tranquille d'Auxerre, avec un jardin devant et un cerisier chargé de fruits dans la cour. Hélène la reçut à la porte avec une étreinte chaleureuse, de celles qui en disent plus que les mots. « Entre, entre. J'ai fait du café frais et il y a du gâteau au yaourt. » Assise à la table de la cuisine, avec des tasses de café fumant et des parts généreuses de gâteau, Hélène commença à raconter ce qui s'était passé ces dernières semaines. Romain a tout assumé, a confessé à l'assureur, a rendu l'argent qu'il avait encore et a conclu un accord d'échelonnement pour le reste. Cela prendra des années à rembourser, mais au moins il n'ira pas en prison. L'avocat a obtenu un accord selon lequel il rembourse les 30 000 € en plusieurs versements, plus les intérêts et l'indexation. Juliette but une gorgée de café, sentant le liquide chaud descendre dans sa gorge. « Et comment gérez-vous cela? La découverte de ce que votre fils a fait ?» Hélène soupira, regardant par la fenêtre de la cuisine, où le soleil de l'après-midi créait des motifs de lumière sur le sol. « Ce fut très difficile. J'ai pleuré des jours durant. J'ai ressenti de la colère, de la tristesse, de la honte. Mais vous savez, Juliette, une fois la poussière retombée, j'ai réalisé une chose. Romain a toujours eu du mal à gérer la pression. Depuis petit, quand les choses se compliquaient, il prenait des décisions impulsives, erronées. Antoine l'a toujours protégé, a toujours résolu ses problèmes. Et quand Antoine est mort, Romain s'est retrouvé seul avec une entreprise pleine de dettes, ne sachant pas quoi faire. « Cela ne justifie pas ce qu'il a fait, » dit Juliette doucement. « Ça ne justifie rien, en effet, mais ça m'aide à comprendre et à pardonner petit à petit. C'est mon fils. Il a fait une grave erreur,
très grave. Mais il est toujours mon fils. » Juliette acquiesça, respectant cette douleur de mère qui devait trouver un chemin entre la justice et l'amour. Et l'entreprise de transport. Comment cela s'est-il passé? Hélène sourit, et c'était un sourire sincère cette fois. Ah, c'est la bonne partie de l'histoire. Vous vous souvenez que je vous ai dit que Romain avait vendu le vrai moteur du M&M à Monsieur Valère, qu'il l'a revendu à Renaud Lefebvre à Joigny? Oui, je m'en souviens. Eh bien, je suis allé à Joigny pour parler personnellement à Renaud. Je lui ai expliqué toute la situation, je lui ai montré le rapport que vous avez fait, je lui ai raconté l'histoire de mon mari et du camion. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a rendu le moteur sans rien demander. Il a dit qu'il ne voulait pas avoir dans sa collection une pièce issue d'une histoire aussi triste. Il est allé à la ferraille, a récupéré les 4000 € qu'il avait payés et m'a rapporté le moteur ici. Les yeux de Juliette s'écarquillèrent. Il a rendu le moteur? Il l'a rendu. Il est ici, dans le jardin, couvert d'une bâche. Et il y a plus. J'ai trouvé un mécanicien spécialisé dans les moteurs anciens à 3 qui s'est proposé de faire la révision complète du moteur et du châssis du camion. Il a dit qu'il pouvait reconstruire le M&M en utilisant le moteur original et ce qui restait du châssis. Cela prendra environ 8 mois, mais ce sera prêt. Juliette sentit une bonne sensation dans sa poitrine, cette sensation de quand quelque chose qui semblait perdu est récupéré. Alors le camion de Monsieur Antoine va rouler à nouveau, n'est-ce pas? Et vous savez ce que je vais en faire. Je ne vais pas le vendre. Je ne vais pas le laisser garer dans un garage comme une pièce de musée. Je vais le remettre au travail, transporter des marchandises sur les routes, comme mon mari l'a toujours fait. Parce que c'est pour ça qu'un camion existe, non pas pour être admiré, immobile, mais pour rouler, pour travailler, pour accomplir sa fonction. Juliette sourit. C'était ça. C'était exactement ce qu'un moteur voulait, remplir sa fonction, servir le but pour lequel il avait été créé. « Mais il y a une chose que je veux vous demander, » dit Hélène, la voix devenant plus sérieuse. « Quand le camion sera prêt, j'aimerais que vous veniez le voir. J'aimerais que vous voyiez le résultat de votre travail, car sans vous, Juliette, sans cette expertise que vous avez faite, rien de tout cela ne serait arrivé. Mon fils aurait continué à mentir. Le vrai moteur serait perdu et la mémoire d'Antoine continuerait d'être ternie par cette fraude. « J'irai avec plaisir, » répondit Juliette, émue. « Ce sera un honneur de voir ce M&M rouler à nouveau. » Elles discutèrent encore 1 heure de la vie, des projets d'Hélène pour l'entreprise de transport, de la façon dont elle reconstruisait petit à petit la confiance en son fils. Lorsque Juliette prit congé et retourna à sa fourgonnette, le soleil était déjà bas à l'horizon, peignant le ciel d'orange et de rose. Sur le chemin du retour vers l'atelier, en conduisant sur l'avenue Jean Jaurès, la radio allumée sur une station de variété française classique, Juliette repensa à tout ce qui s'était passé depuis ce jour où Hélène avait frappé à la porte de l'atelier pour la première fois. Elle pensa à la façon dont un simple travail d'expertise technique s'était transformé en quelque chose de bien plus grand. Une histoire de justice, de vérité révélée, de mémoire honorée. Elle pensa à Antoine Mercier, un homme qu'elle n'avait jamais connu personnellement, mais qu'elle sentait connaître à travers les histoires d'Hélène et à travers ce moteur qu'il avait soigné avec tant d'affection. Un chauffeur routier honnête qui avait bâti sa vie à force de travail, qui avait traité son M&M comme un fidèle compagnon de route et qui méritait que sa mémoire soit respectée. Et elle pensa à combien d'autres histoires étaient cachées dans les moteurs, les châssis, les pièces qui arrivaient à son atelier tous les jours. Combien de vérités encore non révélées, combien d'injustices encore non démasquées, combien de secrets gardés dans le métal, attendant que quelqu'un avec connaissance et patience vienne chercher. Quand elle arriva à l'atelier, il faisait déjà nuit. Elle gara la fourgonnette, ouvrit le portail et resta là un instant, regardant cet espace qui était à la fois son lieu de travail et son sanctuaire. Les outils suspendus au mur, l'odeur de graisse et d'huile, le sol taché par des décennies de travail. C'était plus qu'un atelier, c'était un endroit où les vérités étaient révélées,
où les machines racontaient leurs histoires, où l'injustice trouvait de la résistance. Elle pensa à son père qui lui avait tout enseigné, comment serrer une vis sans forcer le filetage, comment écouter le vrombissement d'un moteur et savoir ce qui n'allait pas, comment traiter chaque véhicule avec respect, car chaque machine portait l'histoire de ceux qui en dépendaient, et elle pensa à la façon dont ces enseignements avaient dépassé la simple mécanique. C'étaient des leçons sur l'honnêteté, sur le fait de faire ce qui était juste, même quand c'était difficile, sur l'utilisation des connaissances au service de la vérité. Cette nuit-là, avant de fermer l'atelier et de rentrer chez elle, Juliette écrivit quelques lignes dans un vieux carnet où elle notait les services importants. Elle écrivit sur l'affaire du M&M 670, sur Hélène et Antoine Mercier, sur la façon dont un moteur qui avait été utilisé pour la fraude avait fini par être l'instrument qui révélait la vérité, et elle termina par une phrase qui résumait tout ce qu'elle croyait. « Les moteurs ne mentent pas. Ils gardent la vérité dans leurs entrailles, gravée dans le métal, enregistrée dans les mesures, préservée dans les couleurs et les marques. Et quand quelqu'un prend la peine de chercher avec patience et connaissance, cette vérité apparaît toujours. Toujours. » Des mois plus tard, par un samedi ensoleillé de janvier, Juliette se rendit à une ferme aux alentours d'Auxerre, où Hélène avait organisé un petit événement. Quand elle arriva, elle vit une douzaine de camions anciens garés dans la cour, d'anciens Mercedes, Scania, Volvos, N10. Et là, au centre de tous, brillant au soleil comme un joyau retrouvé, se trouvait le M&M D1000 blanc et rouge, immatriculé 472 BGR 89. Le camion était impeccable. La peinture neuve, mais respectant les couleurs originales, la cabine reconstruite, et sous le capot, vrombissant doucement et puissamment, se trouvait le moteur M&M 670 7458 SP, le cœur original de cette machine, de retour à sa place. Hélène était à côté du camion, vêtue d'une chemise à carreaux qui avait appartenu à son mari, les yeux brillants d'émotion. Quand elle vit Juliette, elle courut et l'étreignit fort. « Nous y sommes arrivés, » dit-elle, la voix étranglée. « Nous l'avons ramené. » Juliette regarda ce camion, ce moteur qu'elle avait examiné si soigneusement des mois auparavant, et ressentit une satisfaction profonde, authentique. Il ne s'agissait pas d'argent ni de reconnaissance, il s'agissait de faire ce qui est juste, il s'agissait d'honorer la mémoire d'un homme honnête, il s'agissait de prouver que la vérité, aussi cachée soit-elle, trouve toujours un chemin vers la lumière. Et quand le moteur du M&M démarra pour la première fois, remplissant l'air de ce vrombissement diesel caractéristique, grave et puissant, Juliette ferma les yeux et sourit, car elle savait que d'une certaine manière, Antoine Mercier souriait aussi.